C'est jamais très facile de passer après Joël Ménard, mais je vais tâcher quand même de garder l'attention de l'assistance en me plaçant d'un point de vue du clinicien qui parle à un malade. Ce matin, l'ensemble des intervenants se sont basés sur la notion d'études statistiques, de données. Je voudrais qu'on essaye de rapprocher l'ensemble de ces données, qu'on pourrait appeler populationnelles ou collectives, vers la notion d'auto-soin, c'est-à-dire qu'à un moment, le clinicien va être face à une personne. Ce matin, il a bien été expliqué que le raisonnement médical en médecine cardiovasculaire pouvait ressembler à une sorte de boîte où des données épidémiologiques ou des paramètres biométriques, la mesure de la pression artérielle, du cholestérol, de chaque individu sont mis en équation. Pour ça, je rappellerai qu'il y a deux prérequis. Le premier requis, il faut que dans l'histoire de la médecine, et essentiellement à partir du XVIIe siècle, on apprenne à quantifier le raisonnement, les corps, on apprenne à mesurer les corps. Et le deuxième bagage scientifique nécessaire, c'est créer les sciences statistiques, mathématiques, et ensuite créer l'épidémiologie. Ce faisant, on arrive, grosso modo à partir du XIXe siècle, à avoir des données dans cette boîte qui sont celles des populations, puis de certains groupes, puis de certains individus. Et l'entreprise médicale, comme a dit Joël Ménard, prend des décisions. Nous avons une médecine de cardiovasculaire aujourd'hui au quotidien, qui est une médecine de chiffres. Nous manions tous les jours des unités. Les millimètres de mercure pour la pression artérielle, des kilos pour le poids, des kilogrammes par mètre carré quand on prend en compte et la taille et le poids, des millimoles pour la glycémie, le tour de taille, etc. Tout cela, tous ces chiffres quantifiés étant des valeurs quantitatives mises en équation pour des prédictions de risque notamment. Mais ces valeurs, quand on les manie, elles sont certes d'abord biologiques, mais on a bien expliqué qu'une fois qu'on a mesuré, on est amené à choisir des bornes, et ensuite on interprète ces bornes, et on arrive à partir d'éléments biologiques ou faussement biologiques à un maniement de paramètres sociaux. On va mettre en perspective ce raisonnement. Il est passé par 4 étapes. Premièrement, l'identification des risques. Et je vais avoir l'occasion de vous dire qu'il y a eu le travail des assureurs, le travail des épidémiologistes, et ensuite un travail de communication sur la prédiction du risque. Une fois qu'on a disposé de médicaments à partir des années 60-70 pour la pression artérielle, les médicaments efficaces, on est arrivé dans une logique de soins. Quand on est dans une logique de soins, on définit la maladie, en l'occurrence l'hypertension artérielle dans mon exemple, et une fois qu'on a décidé de donner des traitements, on décide de choisir le traitement choisir le niveau de pression artérielle à laquelle le traitement doit permettre. Troisième étape, nous y sommes, il faut éduquer les gens, car on va voir qu'il y a des limites à la pharmacologie. Quatrième étape encore, c'est la responsabilisation des individus, et maintenant on leur demande soit d'aller eux-mêmes en pharmacie acheter une pilule de statine, soit de pratiquer l'auto-soin. Les assurances méritent réflexion. Ce sont les premiers à avoir utilisé les tables de mortalité de Grant qui ont été citées ce matin, de les raisonner en termes de longévité pour un raisonnement pratique de sélection des individus sains, en l'occurrence les personnes qui souhaitaient contracter une assurance. Et au XIXe siècle, sachant que l'histoire des assurances commence au XVIe, au XIXe siècle, les médecins des assureurs ont su, 1, interroger les malades, 2, mesurer les corps, et 3, prendre toutes ces données pour en faire un suivi prospectif. Ce faisant, qu'ont-ils fait ? Ils ont inventé la première maladie au monde. Et en 1915, un médecin d'assureur a écrit « Plus forte est la tension et plus grand est le risque ». Ça a été publié en 1918 dans le JAMA et a obtenu un tableau extrêmement pertinent, extrêmement cohérent, et sur une logique entièrement financière, qui était le problème des contrats d'assurance acceptés ou refusés. On a défini un seuil d'exclusion, un seuil social, qui a été fixé à 170 millilitres de mercure. Ce faisant, après-guerre, ça a été dit ce matin, l'étude de Framingham a compris que les assureurs avaient trouvé une mine de renseignements extrêmement importante. Il a fallu mieux comprendre le mécanisme des maladies. Et cette figure qui a été maintenant pour la 4e fois aujourd'hui présentée est extrêmement importante. Et on arrive à la conclusion qu'il y a certainement un lien linéaire entre pression artérielle et risque. Et effectivement, quand on présente les échelles d'une certaine manière, on peut vous terrifier en vous expliquant que ce risque, en bas à gauche, pour votre pression systolique,
commence quand vous êtes jeune, entre 50 et 59 ans, à partir de 115 mm de mercure. Donc je pourrais vous dire que vous, chaque individu, vous avez un risque qui commence à 115 mm de mercure. Je peux vous dire que vous êtes largement au-dessus déjà. Donc déjà, les grands hypertensiologues comme Pickering ont bien dit qu'il y avait là, à déterminer des seuils, une fallacieuse ligne de partage. Oui, mais pour autant, il faut bien prendre des décisions de traitement quand on est face à un individu, quand on dispose des médicaments. Certes, c'est bien joli de dire que la pression artérielle est corrélée de façon linéaire au risque, mais il y a quand même un moment où, oui, on donne un traitement, ou non, on dit ce n'est pas encore l'heure du traitement. En 1959, l'Organisation mondiale de la santé s'est emparée du problème et a décrété que les individus pouvaient être nommés hypertendus au-delà de 160 mm de mercure, 95 de diastolique. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre en soi, c'est que ce qui a été dit en 59 et répété en 79 n'a plus été vrai plus tard. Et aujourd'hui, en 2007, comme on ne se sent pas très à l'aise avec la notion de pression artérielle et des seuils, on définit actuellement les niveaux de pression artérielle avec 35 chiffres. Ça commence à être difficile à mémoriser, même pour un médecin. Donc, finalement, ces 35 chiffres ne sont pas suffisants et on pourrait définir autrement l'hypertension artérielle et qui devient maintenant, à partir de 2003, un statut tensionnel non optimal pour un niveau de risque donné. On l'a dit ce matin, suivant qu'on met le curseur du normal et du pathologique, on peut avoir plus de la moitié des personnes concernées. Si je pousse encore un peu, et avec actuellement le concept de préhypertension et des essais qui proposent des médicaments à des personnes normotendues, il faut bien se rendre compte qu'on ne discute pas simplement un seuil en millimètres de mercure, on discute le système de soins et le coût du système de soins, et pas simplement les médicaments, mais le coût de la médecine individuelle qui consiste à dire « je vais voir une personne en consultation, je vais lui mesurer sa pression artérielle et je vais décider un traitement ». Donc nos choix épidémiologiques basés sur le risque qui cherchent des seuils, ce sont aussi des raisonnements à conséquences sociales. Mais voilà, il faut s'expliquer. On a nos patients devant nous. En 1975, à gauche, vous voyez un appareil de pression artérielle vendu pour que les patients mesurent eux-mêmes leur pression artérielle. En 1975 déjà. Et il y a un code couleur pour que les personnes interprètent leurs chiffres. Eh bien, il est affiché en vert qu'entre 15, c'est-à-dire 150 si on passe en millimètres, et 180 de votre tension est à surveiller. Autrement dit, en 1975, on demande à des personnes qui ont des pressions que nous considérons comme hautes aujourd'hui de simplement se surveiller. Aujourd'hui, certaines affiches proposées aux patients essayent d'expliquer que le seuil est de 140-90. Mais si on va un petit peu plus loin, et en l'occurrence en Italie, au congrès d'hypertension internationale d'il y a 2 ans, et qu'on voit les affiches qui étaient apposées partout par la Société européenne d'hypertension, on voit que le niveau de pression artérielle optimale est situé à 120-80. En pratique, le patient qui n'est pas familiarisé avec les chiffres a le droit de ne pas comprendre ce que nous, médecins, nous essayons de leur dire. Alors, on va essayer de faire mieux. On vous a expliqué l'étude de Framingham, on est abouti à des équations, et donc on dit on va essayer d'expliquer aux personnes, en pourcentage, comment une personne, là, en face de vous, peut se situer par rapport à un groupe. Il faudrait normalement arriver à expliquer à la personne la notion de risque relatif, la notion de risque absolu. Ça vient d'être dit. C'est très difficile. On a été plusieurs à l'essayer, même l'expliquer aux médecins traitants. On n'y arrive pas. Alors, on fait appel à des spécialistes de la communication. Spécialistes de la communication qui ont été mandatés par le British Medical Journal. Et en 2003, pour expliquer, soi-disant, le mieux possible à une personne qu'elle est à risque, il faut sortir ce qu'on appelle une palette de Pauling, qui est le nom de l'auteur de ce mode de représentation du risque, et avec un stabilo devant la personne, vous devez lui faire comprendre dans quel groupe de risque il se situe. Pas très simple en pratique. Et pendant ce temps-là, on continue à faire évoluer les chiffres. Premièrement, à partir de quand on va mettre sous médicament une personne qui a de l'hypertension artérielle? Le raisonnement dépend des résultats des essais cliniques et des progrès de la pharmacologie. En 1967, on ne commençait à mettre sous traitement des personnes qui avaient une diastolique entre 115 et 129, ce qui est pour nous maintenant considéré comme considérable. Je vous passe le détail des chiffres, mais il faut retenir qu'en quelques années, quelques décennies,
Aujourd'hui, les candidats au traitement sont les normotendus d'hier. Autrement dit, ces notions de seuil, non seulement elles sont complexes, ça a été dit tout ce matin, mais en plus on change d'avis avec le temps parce que l'environnement change, en l'occurrence la pharmacologie. Une fois qu'on a défini la mise sous traitement des personnes et que le progrès des essais cliniques s'affine, on peut passer non plus aux populations générales, mais aux sous-groupes. Et si on prend la décision de mise sous traitement actuelle de tous les hypertendus qui est à 140-90, on s'aperçoit qu'on peut souhaiter une pression artérielle plus basse chez certaines personnes différentes, et ces niveaux de pression souhaités sont de plus en plus bas si on a du diabète, de l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance rénale plus protéinurie, et on souhaite ainsi avoir des pressions artérielles parfois abaissées en dessous de 125, 65, 75. Oui, mais c'est très difficile d'y arriver, et le médicament seul ne suffit pas, parce que prendre un médicament n'est pas une chose facile. Donc, au-delà de la pharmacologie, il faut agir sur les comportements. L'Organisation mondiale de la santé, en 1998, affine et définit le concept d'éducation thérapeutique. Elle utilise pour cela quelques mots-clés. Les personnes doivent être autonomes, il faut qu'elles modifient leur comportement, il faut qu'elles acquièrent des compétences et il faut qu'elles participent. Et c'est notamment l'automesure de la pression artérielle. Voici un document qui est utilisé actuellement dans les hôpitaux, qui sont présentés à des malades ou des groupes de malades hypertendus, et on dit aux gens « visez la cible, soyez dans le vert ». Autrement dit, on a une action normative sur les seuils biométriques que je vous ai indiqués tout à l'heure et qui évoluent. Première étape, on leur demande de viser un idéal biométrique en millimètres de mercure pour la pression artérielle, en grammes par litre pour le cholestérol, ou en kilogrammes par mètre carré pour leur poids et leur taille. Très bien, mais on ne s'arrête pas là. On veut aussi avoir une normalisation sur des valeurs sociales. L'oubli du traitement, l'activité physique, la consommation de sel, la consommation de tabac, la consommation d'alcool. Autant d'éléments qui sont tout à fait chiffrés dans des équations et corrélés au risque. Autrement dit, l'époque des médicaments, l'époque maintenant de l'éducation thérapeutique, y compris les comportements sociaux. Ça ne suffit pas. Allons plus loin. Et inventons avec les anglo-saxons, utilisons le self-management, c'est-à-dire la capacité des personnes de se soigner elles-mêmes, qui est une vieille tradition que je ne peux pas détailler ici. 3 mots-clés pour le self-management de la pression artérielle. Premièrement, mesurez votre pression artérielle. Et je ne vous parle pas de quelque chose qui n'existe pas, il y a plus de 400 000 appareils qui se sont vendus en France. Deuxièmement, surveillez-vous vous-même votre niveau de pression artérielle. Et troisièmement, et c'est à l'époque simplement là au stade de la recherche, c'est changez vous-même la dose de vos médicaments. Et on invente maintenant, ou on conçoit maintenant, des modules sur Internet que nous travaillons avec Guillaume Beaubry et moi-même et Joël Ménard sur le site automesure.com à l'hôpital Pompidou, où la personne va entrer elle-même ses propres chiffres de pression artérielle, donc un individu, ses propres chiffres, qui agit elle-même, et qui va se comparer à cette collectivité. Pour lui faciliter la tâche, un langage couleur rouge, jaune, vert, vous aurez deviné qu'il vaut mieux être dans le vert, et en plus informatiser un algorithme de conduite à tenir. Allez voir le médecin, peut-être il faut renforcer votre traitement, etc. Donc cette correspondance entre le savoir des populations et des groupes issus des sciences épidémiologiques et des protocoles sont maintenant accessibles en comparaison individuelle par les personnes elles-mêmes avec l'informatique. Et demain, voire et aujourd'hui. Je voudrais, en dernière partie, vous montrer que nous sommes en train d'aller plus loin, pour 2 raisons. Parce que, 1, nous sommes capables de capter les mesures des corps très facilement avec la technique, et que 2, c'est ce qui est tout à fait nouveau, ces techniques sont connectées. Et nous allons peut-être vers un nouvel usage des normes. Et j'aimerais vous persuader que cette captation, cette connexion, ce sont et les outils et les circonstances qui sont déjà en place. Les outils, mais depuis Marais, notamment au Collège de France au XIXe, on sait qu'il est facile de prendre le corps comme source de données, que ce soit la pression artérielle, le battement cardiaque, etc. Sauf que maintenant, on l'informatise. Ces données sont numérisables. Aujourd'hui, il est facile de mesurer la pression artérielle, la glycémie, la respiration nocturne, vous comprendrez pourquoi je parle de cet exemple, le poids et la fréquence cardiaque. Les anglo-saxons parlent d'informatique qui se porte sur soi, c'est le wearable computing.
Et vous pouvez acheter pour pas cher des appareils qui commencent à mesurer en ambulatoire vos paramètres de santé. Et en bas à gauche du schéma, vous avez même une offre pour les médecins pour qu'ils se servent de ces appareils comme outil d'éducation ou de contrôle, on verra, des personnes. Pour ce qui est de la pression artérielle, depuis cette année, vous pouvez connecter un appareil de mesure de la pression artérielle à votre téléphone portable, un appareil que nous sommes en train d'expertiser. Et pareil pour la balance. Donc ces appareils existent. Et remettons-les en contexte des circonstances. Vous vous souvenez qu'il y a la période d'identification, deuxièmement des soins, troisièmement d'éducation, quatrièmement d'auto-soins. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une mise en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? La mise en réseau, c'est d'abord le fait qu'on capte facilement, notamment avec les connexions sans fil. Les appareils sont fiables, le tensiomètre que je vous ai montré est validé scientifiquement, il n'a pas de reproche technique. Les prix sont au grand public, le delta de prix avec un tensiomètre normal n'est qu'une quarantaine d'euros, ce qui est très peu pour un appareil aussi sophistiqué, et il permet, c'est important, de communiquer à distance, puisque c'est rentré dans votre téléphone, vous appuyez sur un bouton, et vos propres valeurs de pression artérielle vont sur... On va en parler. Donc, et ce n'est pas tout, parce que ces chiffres, ils peuvent être déjà utilisés de façon d'intelligence artificielle, parce qu'on dispose des algorithmes qui mettent en correspondance la population et les individus. Cette réalité, on a commencé à la travailler. Avec Pierre Corvol, on a, dès 2007, évalué la capacité des personnes, non seulement à se mesurer eux-mêmes leur pression artérielle, deuxièmement, à comprendre où elles en étaient de leur propre niveau en lisant leur appareil, et troisièmement, en prenant elles-mêmes, sans avis médical, mais à partir d'un guide papier qu'on leur avait fourni, d'augmenter elles-mêmes leur traitement. Donc dès 2007, on a commencé à travailler ça. Cette année, un Anglais, McManus, a repris cette idée et l'a développée de façon bien plus performante sur de plus gros groupes avec plus gros de moyens, et ont documenté cette capacité des patients à se mesurer eux-mêmes, se comparer à des groupes et prendre des décisions. Et qu'est-ce qui se passe avec le télémonitoring et le self-management? Ce qui est très intéressant, c'est que ça marche et que les niveaux de pression artérielle des personnes dans les groupes qui disposent de ces techniques sont plus bas. Mais sont plus bas pourquoi? Mesurer sa tension avec Internet, ce n'est pas une action pharmacologique. C'est que ces contrôles informatisés agissent sur deux aspects. Un, sur les patients. Ils ont des systèmes automatiques de rappel de prise des médicaments, donc ils améliorent l'observance. Mais également, ce système communiquant vers le médecin joue sur ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire incite les médecins à intensifier les traitements. Donc nous avons des techniques qui modifient les comportements d'une part des patients, d'une part des médecins. Reprenons maintenant ce cycle en termes de signification d'usage des normes appliquées aux individus. Finalement, l'identification, j'en avais touché un mot, au niveau des assureurs, c'était un jugement d'exclusion ou d'acceptation, mais maintenant, quand on est dans le soin, c'est du dépistage ou du non-dépistage. On en a parlé, les problèmes que ça posait, par exemple, pour le cancer de la prostate. Si on est dans les soins, l'usage des normes se situe en raisonnement de perte de chance ou en gain de santé. Mais avec l'éducation, on rentre dans un jugement qui est encore un peu différent et on se met à juger des personnes en disant que leur observance est soit correcte, soit incorrecte. Et quand on va dans l'étape supérieure qui est celle de l'auto-soin, eh bien, on responsabilise les personnes. Mais le symétrique, c'est qu'éventuellement, on les culpabilise. Elles continuent de trop fumer, elles continuent à regarder la télé, elles continuent à trop manger. Et donc, nos normes sont en fait des outils de jugement. Et ça, si c'est possible, c'est parce que ces outils de jugement, ces jugements sont rendus possibles avec la socialisation des risques sanitaires. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, on l'a rappelé toute la matinée, ils sont eux-mêmes traduits en chiffres, mis en équation. Oui, mais si on rajoute en plus la mise en réseau, que devient cette traduction plus sciences humaines des normes? D'abord, rappelons que la mise en réseau, dans les faits, c'est une capacité renforcée de traçabilité. Premièrement, les ordinateurs ont la mémoire des données. Elles ont la mémoire des valeurs, elles ont la mémoire du temps à laquelle les valeurs sont mesurées, et enfin, elles ont cette capacité à localiser où la mesure a été faite. Et je rajoute la capacité de diffusion.
Adam Greenfield, dans un livre extrêmement intéressant de 2006 qui s'interroge sur la portée des nouvelles technologies de l'information, a conçu le concept d'ubimédia pour expliquer que nos vies sont colonisées de façon quotidienne et de façon un peu involontaire par les technologies de l'information. Et vous qui êtes là, toutes vos vies, ou une partie de vos vies, sont dans les ordinateurs des autres, car vous avez un pass Navigo, vous avez un téléphone portable, vous avez une carte bancaire, et vous avez surfé sur Internet. Et votre vie privée, sur cet aspect-là, est dans des réseaux quelque part. Et vous savez très bien que quand une instance de contrôle veut le faire, elle est tout à fait capable de montrer qu'éventuellement, vis-à-vis d'un contrôle de police ou de jugement, vous avez menti ou pas menti. Vous savez bien que ça existe. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est un nouveau terme, inspiré d'Anne Greenfield, c'est l'ubimédecine. C'est-à-dire que la logique épidémiologie, identification, soins, éducation thérapeutique, auto-soins, arrive vers un stade de médecine ubiquitaire de façon un peu volontaire. La traçabilité en soi n'est pas un problème, c'est un fait technique, mais les opérateurs derrière sont humains. Qui permet la captation des données? Si vous avez un tensiomètre qui se connecte sur Internet, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce qu'on vous l'impose? Est-ce qu'il y a une instance de contrôle qui pourrait regarder les résultats des chiffres tensionnels? Est-ce qu'éventuellement vous connaissez une manipulation? Et c'est les pressions du marché, du marketing, tous ces gens-là qui vantent la télémédecine, non pas parce que c'est bien pour les malades, mais c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Qui transmet? Est-ce qu'on le fait soi-même pour jouer comme on met sa vie privée sur Facebook, avec parfois des désavantages? Est-ce qu'on joue comme avec les jeux vidéo? Est-ce qu'on veut augmenter ses performances comme font les sportifs qui s'échangent leurs battements cardiaques sur les réseaux? Qui interprète dans la question? Qui fabrique les algorithmes? Car les algorithmes de couleurs que je vous ai montrés tout à l'heure en vert, jaune, orange, ce n'est jamais qu'une manipulation informatique que je peux mettre au service soit de l'économie de santé, soit de la dépense, soit de la performance. Et les mêmes algorithmes ne fonctionneront pas pour les pays riches et pour les pays pauvres. Donc quel sens ça a? Je vous promets que nous arrivons à cette ubimédecine. Les outils sont là, les circonstances sont là. Mais quel sens ça a? Je n'ai bien sûr pas la réponse, mais je voudrais, pour conclure, vous faire réfléchir sur trois choses. Le commerçant, le fabricant des autotensiomètres, les a distribués par la poste. 5 tensiomètres ont été volés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aperçus que les machines étaient utilisées. Mais comme le téléphone portable géolocalise les prises de tension, ils ont été retrouver les personnes et ils ont retrouvé le voleur. Donc c'est quand même une capacité un petit peu étonnante. Deuxième inconvénient possible, ou crainte qu'on doit avoir, ou vigilance, c'est que quand on fait mesure biométrique, la qualité du capteur, arbre de décision et transmission, quand il y aura une erreur, l'appareil va se dérégler, mais ça aura un impact de santé sur les décisions. Comment on va retrouver ces erreurs qui vont être diluées dans la population? Une machine sur 100, si elle se trompe de quelques millimètres, ça ne se verra pas. Et pourtant, la décision pour la personne sera peut-être une perte. Enfin, la notion de contrôle informatisé. Cette notion de contrôle informatisé par cette ubimédecine, elle existe. Vous savez que dans la maladie qui s'appelle l'apnée du sommeil, qui augmente le risque vasculaire pour ce qui est des apnées graves, on met au domicile des personnes un masque qui maintenant est informatisé. Ces appareils, on leur donnait entièrement sur des sites Internet et les médecins peuvent consulter sur Internet par un simple mot de passe les données de leurs patients et reçoivent des comptes rendus. Le compte rendu que j'ai affiché là a été reçu par moi à l'hôpital la semaine dernière. J'ai bien sûr effacé le nom. Je sais tout. Je sais tout de l'utilisation de la personne, la nuit, le jour, à quelle heure. Les petits carrés, c'est l'utilisation. Donc je vois les manques. Ça, à la limite, c'est une première étape. Mais depuis cette année, l'assurance maladie refuse de rembourser les personnes non-observantes qui utilisent l'appareil de moins de 5 heures, dans une relative indifférence sociale d'ailleurs, y compris par les médecins qui vivent de ces appareils et qui gagnent de l'argent. Mais c'est la première fois, en tout cas en France, qu'on conditionne le remboursement d'un soin, coûteux au demeurant, sur la notion d'observance. Car si on a mal utilisé son masque parce que le masque est de mauvaise qualité, parce qu'on est extrêmement déprimé, qu'on est submergé par la maladie, la pose du masque, avoir une sanction financière, ça pose problème. Et ça, c'est permis par la connexion et l'informatisation. Donc, en conclusion, j'ai voulu montrer que tous les exposés qui ont eu lieu depuis ce matin
ont une traduction individuelle très forte, qu'il y a une possibilité technologique de pousser très très loin les conséquences pratiques de nos choix de bornes, de décision et de choix thérapeutiques, et que je pense que, notamment en matière de risque cardiovasculaire, les médecins ne peuvent plus travailler seuls. Il faut qu'on comprenne ce que les technophiles nous proposent, que nous, cliniciens, sans conflit d'intérêt, on juge l'intérêt ou le non-intérêt de ces avancées technologiques, et qu'on ait le renfort d'économistes, d'anthropologues, de sciences humaines, pour nous aider à comprendre où cette utilisation des normes et ces choix de seuil nous amènent. Je vous remercie.